Bonjour. J'ai perdu Thierry. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, merci de votre présence et bienvenue à la conférence de presse qui va vous dévoiler la sélection officielle de la 76e édition du Festival de Cannes. C'est toujours un moment très attendu et je dois vous dire, pour moi, c'est un moment de grande émotion d'ouvrir la présentation aujourd'hui. Je ne peux commencer cette séance sans saluer Pierre Lescure, ce grand monsieur de cinéma qui a présidé le festival avec tant de talent, d'élégance et de passion. C'est avec la même passion que Pierre m'a passé le flambeau à la fin de la dernière édition. Merci Pierre. Je me souviens encore si bien de mon premier séjour comme professionnel au Festival de Cannes. C'était en 1998. Si on m'avait dit alors que j'en deviendrais présidente, je ne l'aurais pas cru. Aujourd'hui, j'en suis très fière, très honorée et ça me remplit de joie. Le Festival de Cannes est un véritable game changer dans la vie d'un film. Comme lors de ma carrière, j'ai pu accompagner un grand nombre de films au festival et à chaque fois, j'ai pu constater à quel point il y a un avant et un après Cannes. Tous les ans, la sélection et le palmarès ouvrent la voie à des très bels succès en salle. On l'a vu encore une fois avec la dernière édition, des films de la sélection comme Sans filtre, Decision to Leave, La conspiration du Caire, ou encore Asbestas et La nuit du 12. Et sans oublier des très belles performances de Elvis et évidemment Top Gun Maverick. Et nombre de ces films se sont envolés après au César, au Goya, aux Oscars et à d'autres récompenses. Le Festival de Cannes est un vrai, extraordinaire tremplin pour le cinéma du monde, de toutes les origines et de tout le genre. Après avoir vécu le festival pour presque 25 ans de l'intérieur, de l'autre côté du miroir, je le découvre maintenant de l'intérieur, avec une équipe passionnée, investie et formidable. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir leur apporter mon énergie et mon regard nouveau pour les années à venir. J'ai pris mes fonctions à un moment pour moi qui est particulièrement enthousiasmant, un moment de réamour pour le cinéma. Les films sont de retour en salle et surtout le public est de retour en salle. Les cinéastes, les auteurs, les artistes et les professionnels sont tous d'accord. Rien ne peut remplacer l'événement culturel que représente une sortie en salle d'un film. Les studios ont abandonné toute forme de day and date. Les films ne sortent plus simultanément en salle et en streaming. Et vous l'avez tous vu, plusieurs plateformes ont annoncé des investissements importants dans la production de films destinés d'abord à une sortie en salle. C'est pour moi comme si cette multiplication des écrans individuels a juste renforcé le désir d'une expérience partagée dans une salle obscure. Et l'expérience du cinéma pur et irremplaçable.
Pour moi, le Festival de Cannes peut être fier d'avoir toujours porté le drapeau de ce cinéma-là, avec des films, des cinéastes et des artistes qui portent cette exigence-là. Et nous continuerons à les défendre. On pourrait dire back to basics. Moi, je dirais plutôt back to the future. Retour à la salle, oui, mais aussi direction l'avenir du cinéma. Comme tous les ans, nous allons prendre le pouls de la création et du cinéma en train de se faire. Le Festival de Cannes et le marché du film sont des rendez-vous incontournables pour tous les professionnels de l'industrie du cinéma, pour mettre en lumière le nouveau talent, pour envisager le cinéma de demain et pour parler de nouvelles façons de faire des films. Que nous réserve le cinéma dans les 10 à 20 prochaines années? Rendez-vous en mai sur le marche du festival pour avoir la réponse. Je voudrais enfin remercier le partenaire du festival, le partenaire fidèle de longue date et ceux qui nous ont rejoints plus récemment et qui nous ouvrent de nouveaux horizons. Leur soutien est essentiel. Nous ouvrirons le bal de cette 76e édition au Carlton, cette véritable légende cannoise que, comme vous le savez tous, qui vient d'être rénovée. Le Carlton a accompagné le festival depuis ses débuts et a veillé sur les nuits de ses invités les plus prestigieux. Nous nous réjouissons de le retrouver dans toute sa splendeur. Je vais maintenant passer la parole à Thierry. Thierry, il a pu vivre tout au long de sa brillante carrière cannoise plusieurs tandems. C'est son premier tandem avec une femme. Et vous connaissez la phrase de Saint-Exupéry, le secret d'un couple réussi, c'est de regarder dans la même direction. Et moi, je suis convaincue que notre tandem va très bien fonctionner parce que Thierry et moi, nous partageons la même vision du Festival de Cannes. Un festival fidèle à ce qu'il est, au cinéma et aux cinéastes, et en même temps résolument tourné vers l'avenir. J'ai hâte de vous accueillir au festival. Et maintenant, cher Thierry, the floor is yours. Merci. À mon tour de saluer l'arrivée d'Iris. Elle est déjà là depuis plusieurs mois et c'est totalement et complètement investi qu'elle va aborder ce festival. De l'autre côté, de l'intérieur, elle qui le connaissait bien, parce qu'on a déjà beaucoup travaillé ensemble sur un certain nombre de films lorsqu'elle présidait au Destinée de Warner à Paris et en Europe. Et en effet, notre tandem fonctionne déjà bien. Je veux aussi, moi, saluer Pierre Lescure et Gilles Jacob en ce moment qui nous permet de nous retrouver tous, comme chaque année. Je voudrais aussi avoir un mot pour Carlos Saura, qui est mort récemment et qui est un cinéaste qui est venu beaucoup à Cannes avec ses films et dédier cette sélection à la mémoire de Tom Ledy. Tom Ledy qui est parti également tout à fait récemment. C'était le fondateur, le cofondateur du festival de Telluride, du Pacific Film Archive. Il avait été juré au Festival de Cannes. C'est un homme qui a contribué à importer de manière tout à fait forte le cinéma d'auteur étranger aux États-Unis, à San Francisco, à Telluride et partout. Et je voudrais avoir cette pensée-là pour lui. Remercier aussi UGC d'abord qui nous accueille, même s'il y a moins de lumière qu'avant. D'habitude, je voyais vos visages. Là, on a l'impression qu'on est à l'Olympia, uniquement éclairé sur scène, en ne devinant pas qui nous regarde, sauf Carlos Gomez, parce qu'il est éclairé par son écran. Remercier l'ensemble des comités de sélection
les comités de sélection, les membres du comité de sélection, qui travaillent tous, qui ont tous travaillé avec beaucoup d'engagement depuis plusieurs mois. Remercier évidemment Christian Jeune, le directeur du département film, et Stéphanie Lamaume, qui nous secondent comme conseillère artistique dans la fabrication de cette sélection. On a vu plus de 2000 films. C'est les chiffres qu'on ne vous donne quasiment plus en détail. Vous les retrouverez sur le site, tellement ils sont à la fois extravagants et en même temps témoignant de ce que le cinéma mondial est plein de vitalité et que de partout on veut faire des films. Je rappelle que quiconque fait un film de plus d'1 heure, c'est-à-dire qui est un long métrage, puisque le long métrage commence à 1 heure et souhaite le soumettre à la sélection du Festival de Cannes, le film sera vu. Et on a vu ces 2000 films. Pas tout à fait, puisque, comme de tradition, on fera une petite addition de la sélection la semaine prochaine, mais on a vu ces 2000 films et c'est tout à fait formidable, cette grande démocratie cannoise qui fait que le rêve est toujours là. Et je rappelle, pour parler d'une seule Palme d'Or, que la première fois que, quand je suis arrivé, j'ai reçu un film venu du Japon. C'était un film thaïlandais en cassette VHS. Et le jeune cinéaste, qui a tout de suite d'emblée, jury présidé par Anne Fontaine, il me semble, gagné le prix du Certain Regard, c'était Apichatpong Weerasethakul, qui est venu ensuite souvent en compétition jusqu'à recevoir cette Palme d'Or remise par Tim Burton. Donc nous considérons comme toujours très important que, nonobstant, et parmi la sélection que je vais vous annoncer évidemment, il y a des cinéastes connus, mais il est également important, bien sûr, d'avoir toujours un nez sur la découverte et sur ce qui fait que le cinéma mondial se reproduit, se développe chaque année. Je voudrais enfin remercier tous ceux qui ont présenté des films, les producteurs, les vendeurs, les distributeurs, les metteurs en scène. On a rendu pas mal de gens joyeux cette nuit lorsqu'on a communiqué nos décisions positives pour leurs films. On a aussi rendu beaucoup de gens très tristes. Et je voudrais dire à quel point ça nous rend triste aussi, et saluer ceux qui ont eu une certaine noblesse dans la réaction, puisque additionné de la déception de ne pas voir leur film sélectionné, ils nous faisaient des petits mots pour nous remercier d'avoir pris le temps de le voir. On va vous présenter cette année, à partir du 16 mai, une sélection renouvelée, ponctuée ici et là de grands auteurs. Au fond, c'est la tradition, la ligne éditoriale du Festival de Cannes, donner un instantané, une photographie de ce qu'a été la création cinématographique mondiale pendant les quelques mois qui nous a permis de la découvrir. Ce ne sont pas les meilleurs films de l'année que nous avons vus, toute la production de l'année. Il y a 3 temps, l'hiver, le printemps, l'automne pour le cinéma mondial et pour les grands festivals. Mais en tout cas, cette sélection va donner quand même une idée de ce qu'est le cinéma, de ce qu'est le cinéma dans son esthétique, dans ses auteurs, de ce qu'est le cinéma dans son industrie. Iris en a parlé et nous avons déjà eu l'occasion de communiquer sur la présence du film de Martin Scorsese, produit par Paramount mais surtout par Apple, et que Apple a décidé de sortir en salle aux États-Unis, on s'y attendait, mais également en France, film qui fait partie évidemment de la sélection officielle. Une sélection qui est également élargie géographiquement. Personne ne pouvait prévoir, pas nous, au début du processus de sélection, ce qu'en sera la couleur, ce qu'en seront les tendances. C'est vraiment les films qui font la sélection. Et j'ai coutume de dire, et pardon de me répéter, que ce ne sont pas nous qui sélectionnons les films, c'est les films qui se font sélectionner par nous. Un matin, quelque part dans le monde, un auteur, un producteur se réveille en ayant une idée et va la faire aboutir pour produire un film qui sera soumis aux spectateurs, à la critique, aux exploitants et au festival. Et c'est vraiment à chaque année ça, c'est cette impression-là qu'on a que soudainement le monde entier afflue vers nos bureaux parisiens pour que nous puissions découvrir cette sélection. De fait, elle est élargie géographiquement, disais-je, avec 2 pays historiques très présents, les États-Unis et l'Italie, grand pays de cinéma, mais avec des
pays qui n'ont pas eu l'habitude de venir et qui, pour certains, comme la Mongolie, viennent pour la première fois en sélection officielle. On note aussi, et on l'avait déjà signalé, une forte présence en sélection, mais également dans les films que nous avons vus, du continent africain. Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Afrique de l'Est, et à l'intérieur de cette nouvelle génération de cinéastes africains, beaucoup de réalisatrices. Je voudrais enfin terminer en disant que, après 2 années d'une certaine générosité voulue, assumée par le Festival de Cannes, après ces années de pandémie, dont on peut espérer, en tout cas pour celle-là, qu'elle est derrière nous, la pandémie, on avait fait preuve d'une certaine générosité, ça avait été remarqué, comme quoi soudainement la sélection officielle du Festival de Cannes comprenait plus de films que d'habitude. C'était vrai, et c'était volontaire. Il fallait aussi permettre à des films qui n'avaient pas pu connaître un destin en salle en 2020 et 2021 de pouvoir être exposés, et tout à sa défense du cinéma, des auteurs et des professionnels, le Festival de Cannes s'était engagé vers une programmation plus fleurie et plus généreuse. Nous sommes revenus à un étiage de films qui est celui que vous connaissez et que je vais maintenant vous présenter. En commençant par Le Certain Regard. Le Certain Regard présente 16-17 films sur une capacité de 18-20 films, on les même monté à 21-22 films. D'abord en vous disant que l'Argentin Rodrigo Moreno sera présent avec son film qui s'appelle Los Delincuentes, que Molly Manning Walker, une cinéaste anglaise dont vous ne connaissez peut-être pas le nom, car c'est un premier film, son film s'appelle How to Have Sex. Mohamed Kordofani, c'est également un premier film, et non seulement c'est un nom qui gagnera à être connu parce que c'est un premier film, mais aussi parce qu'il vient d'un pays rare qui est le Soudan, et son film s'appelle Goodbye Julia. Joao Salavisa et René Nader Messora sont 2 cinéastes brésiliens, sont 2 cinéastes de l'Amazonie, du Brésil amazonien. Le film s'appelle Kraora, vous connaissez leur nom parce qu'ils étaient déjà venus au Certain Regard, qu'ils avaient d'ailleurs cette année-là gagné. C'est heureux, non seulement d'avoir leur film, mais c'est heureux d'avoir un film qui évoque ces populations brésiliennes si douloureusement malmenées dans l'histoire récente du Brésil. Monia Chokri est québécoise, vous la connaissez, c'est une comédie chocrienne québécoise qui s'appelle Simple comme Sylvain. Asmae El Moudir, c'est une cinéaste marocaine, son film s'appelle Kadib Abiyad, la mère de tous les mensonges. C'est un film de fiction, c'est presque un essai, c'est pas un documentaire, c'est une forme très étonnante de cinéma qui est proposée par Asmae. Et on est heureux, là aussi, de voir le Maroc perpétuer sa présence, évidemment, avec les cinéastes que vous avez connus jusqu'à la compétition. Los Colonos, les colons, est un premier film chilien de Felipe Galvez, donc 2 cinéastes latino-américains à l'intérieur de ce Certain Regard. Quand je parlais de l'Afrique, du Soudan, eh bien, il y a aussi la République démocratique du Congo. Balogi Tchiani, Oguré, s'appelle le film, coproduit avec la Belgique. Le cinéma, jusqu'en 2023, continue de témoigner des liens historiques et parfois complexes, douloureux, entre l'Europe et le continent africain. C'est un premier film, le film de Balogi. Anthony Tchen, en revanche, ce n'est pas un premier film, vous connaissez son nom. Il avait gagné, sauf erreur, la Caméra d'Or, vous me corrigerez si je me trompe. Il vient de Singapour, son film s'appelle The Breaking Ice, et il a fait démarrer cette sélection de belle manière, parce que c'est sans doute le film qu'on a vu le plus tôt en sélection, c'est-à-dire tout début novembre ou fin octobre, avec le film de Martin Scorsese que j'ai vu également très très tôt dans l'année. Une entrée française au Certain Regard,
celle de Stephanie Di Giusto pour son deuxième film qui s'appelle Rosalie. Elle avait fait un très beau film qui avait été au certain regard sur une Loie Fuller, une danseuse comme Loie Fuller et qui était Loie Fuller sans être Loie Fuller. Ce film-là avec Nadia Tereskevich, Benjamin Biolay et qui a gagné le César du meilleur acteur cette année, il va m'en vouloir. Benoît Magimel, en plus, j'ai tellement cité son nom tout à l'heure parce qu'on va le retrouver dans d'autres films, Benoît. Et ce film s'appelle donc Rosalie. Warwick Thornton est un cinéaste australien aborigène qui évoque aussi cette histoire complexe de l'Australie. Il est déjà venu au certain regard, il était même venu, je crois, pour son premier film. Le film s'appelle The New Boy, dans lequel on retrouvera Cate Blanchett, qui est également la productrice du film. Le film de Mongolie dont je vous parlais, le premier film de Zol Jargal Pourevdash, If Only I Could Hibernate. Voilà ce premier film d'une réalisatrice mongole qu'on est heureux d'accueillir. Kim Chang-hon, c'est un film coréen. Hopeless, c'est également un premier film. La Caméra d'Or, nous annoncerons bientôt qui sera la présidente de la Caméra d'Or, aura fort à faire. C'est une section dont je vous rappelle c'est une compétition dont je vous rappelle qu'elle rassemble toutes les sections, la sélection officielle, la semaine de la critique et la quinzaine des réalisateurs, et qu'elle récompensera le meilleur premier film présenté au Festival de Cannes cette année. Et le film de Kim Chang-hon s'appelle Hopeless, un film iranien. On a vu revenir, et je ne parle pas pour des questions politiques, mais pour des questions épidémiques, si j'ose dire, des pays dont on n'avait plus vu les films ces dernières années, l'Iran, la Chine, par exemple, l'Asie en général, la Chine et l'Iran en particulier. Ce film est co-signé par Ali Asghari et Ali Reza Khatami. Il s'appelle Terrestrial Versus et on est heureux de voir, on a vu beaucoup de films iraniens cette année. Une deuxième entrée française au certain regard, le premier film de Delphine Deslogés avec Virginie Efira, Mathieu Demy en particulier. Le film s'appelle Rien à perdre. Et enfin, un autre film marocain de Kamal Lazrak, un autre premier film, et le film s'appelle L'émeute. Voilà les films du certain regard, et il m'en manque un, celui qui fera l'ouverture de ce certain regard le mercredi 17 mai prochain en salle de Bussy. Il s'appelle Le règne animal, et il est signé Thomas Caillet, le réalisateur très célébré des Combattants. Ce film-là, Les Combattants, c'était avec Adèle Haenel. Ce film-là, c'est avec Romain Duris, l'un des fils Kircher, non, pas Paul, l'autre. Non, Paul, qui était dans le film formidable de Christophe Honoré, avec Paul Kircher et Adèle et Xarkopoulos, Le règne animal de Thomas Caillet, qui ouvrira ce certain regard. Les séances spéciales, c'est quoi les séances spéciales? Bon, le certain regard, comme vous le savez, nous l'avons recentré sur le jeune cinéma, sur un cinéma de forme, un cinéma peut-être un peu plus de recherche. Les séances spéciales, c'est parce qu'on aime accueillir des cinéastes qui viennent donner des nouvelles. Entre deux longs métrages, avions-nous coutume de dire, aujourd'hui c'est entre un long métrage, une série, un travail pour le cinéma, un travail pour une plateforme, des cinéastes reprennent une caméra, la mettent sur l'épaule et vont filmer des choses personnelles. Par exemple, comme Kleber Mendonça, on parlait du Brésil tout à l'heure, son film s'appelle Portrait fantôme, Retratos Fantasmas, et c'est à nouveau un retour à Recife, puisqu'il est retourné vivre là-bas. Son premier film, ou deuxième, s'appelait Les bruits de Recife. Il est venu en compétition beaucoup. C'est un essai sur sa ville et sur l'histoire de sa ville à travers les cinémas, les salles de cinéma de sa ville. Autre cinéaste qui donne des nouvelles, Wim Wenders, en ayant fait un portrait de Anselm Kiefer, le sculpteur Das Rauschen der Zeit. J'ai bon? Pas mal.
Le film s'appelle Ansem das Raucher der Zeit, le bruit du temps, Ansem Kiefer, et c'est un film en 3D. Wim, toujours valeureux, grand technicien autant que grand esthéticien du cinéma, évidemment décide de faire un film en 3D. Souvenons-nous de son Pina pour célébrer l'œuvre d'un sculpteur. On n'en attendait pas moins de lui. Autre cinéaste qui donne des nouvelles, Steve McQueen, le cinéaste anglais, il donne des nouvelles de la ville dans laquelle il vit, de la ville qui est aujourd'hui sa ville et depuis longtemps, qui est Amsterdam. Le film s'appelle Occupied City, Cité occupée, et qui est une histoire aussi d'Amsterdam, une histoire d'Amsterdam en particulier pendant l'occupation, qui est une œuvre de plusieurs heures, très radicale, pas ennuyeuse du tout, très passionnante. Et c'est très passionnant, non seulement que Steve McQueen ait fait ça, ait fait ce film-là, mais surtout nous l'ait proposé. On est content, il avait gagné la Caméra d'Or, souvenez-vous, avec Hunger, où il était descendu de scène en disant « Next time in competition ». Et ça n'est pas un film pour la compétition, mais, cher Steve, je veux te le redire, « Next time in competition ». Et Wang Bing, le cinéaste chinois, le grand documentariste chinois, sera présent 2 fois en sélection officielle. D'abord avec ce film qui s'appelle Man in Black, non pas Men in Black, Man in Black. C'est l'histoire d'un grand témoin de la révolution culturelle et de ses méfaits par un homme qui vient témoigner devant la caméra en étant nu. Wang Bing, Man in Black. Cannes première, puisqu'on évoquait le certain regard, c'est aussi parce que nous avons voulu avec Christian Jeune faire en sorte que, là encore, un petit peu comme pour les séances spéciales, mais avec des films plus gros, des films plus de nature à sortir dans les salles pour y rencontrer un large public, et on avait toujours le sentiment que lorsqu'un cinéaste reconnu, déjà célébré, était placé au certain regard, il y avait comme le sentiment, y compris chez les 10 cinéastes, de n'être pas en compétition. Ça fait 2 ans que Cannes Première existe. L'année dernière, Iris l'a mentionné, Asbestas, La Nuit du 12, etc. Le film d'Emmanuel Mouret ont prouvé qu'il y avait une manière aussi de programmer un certain cinéma au Festival de Cannes, non pas à l'écart de la compétition, aux côtés de la compétition, d'une autre manière. Je ne vais pas prendre une métaphore littéraire, mais tous les écrivains ne font pas, je parle pour la France, puisqu'il y a un public international qui nous regarde, qui nous écoute, mais ne font pas tous des romans pour gagner le prix Goncourt. Il leur arrive de faire des films différents, qui ne sont pas forcément des livres différents, qui ne sont pas forcément des têtes de gondole. Chez les cinéastes aussi, il y a des films qui sont des films formidables. Asbestas, La Nuit du 12, le film d'Emmanuel Mouret était des films formidables. Et vous allez là découvrir 4 films formidables que nous sommes heureux de présenter à Cannes Première, dans une sélection resserrée. Le temps d'aimer de Catel Quilleveré, avec Anaïs de Moustier et Vincent Lacoste. Fermez les yeux, Cerrar los ojos de Victor Hérissé. C'est un retour, évidemment, Victor Hérissé, qui est un personnage et un cinéaste rare dans l'histoire du cinéma mondial. Il est venu plusieurs fois en compétition à Cannes. Il a été membre du jury, qui était, je crois, le jury aussi présidé par Tim Burton, sauf erreur. Et c'est un film, là aussi, sur le cinéma, comment le cinéma capte le passé, le conserve, le restitue, comment il est l'un des critères et des instruments de la perpétuation de la mémoire des gens. Martin Provost, Bonnard, Pierre et Marthe, ça c'est tout le titre, c'est sur le peintre Pierre Bonnard, mais c'est sur l'histoire de Pierre Bonnard et de son épouse Marthe, de leur couple, et le film est signé Martin Provost. C'est la première fois qu'il arrive en sélection officielle à Cannes et on est spécialement heureux de l'accueillir. Vincent Macaigne et Cécile de France sont les 2 protagonistes principaux de ce film. Kubi est un film japonais, est un film de samouraï, est un film historique, est une comédie de samouraï historique. Et c'est signé Takeshi Kitano, qu'on va avoir grand plaisir à accueillir, à retrouver. C'est plus signé d'ailleurs du Beat Takeshi que de Takeshi Kitano.
à signaler le joli petit livre paru chez Capricci à son sujet. C'est une œuvre extrêmement réussie, ambitieuse, et quand je dis un cinéaste vient nous donner de ses nouvelles, eh bien, on sera heureux d'avoir, vous serez heureux, je l'espère, comme nous l'avons été, d'avoir des nouvelles de Takeshi Kitano. En séance de minuit, un film algérien tourné à Alger, qui donne une vision d'Alger tout à fait iconoclaste, singulière et drôle, puisqu'il s'agit d'une comédie de Elias Belkedar, avec Reda Kateb et Benoît Magimel, je ne l'oublie pas cette fois-là, qui s'appelle Omar la fraise. Anurag Kashyap, c'est un cinéaste indien, vous le connaissez, il avait réalisé Gangs of Washipur. C'est un cinéaste extrêmement prolifique, ça c'est un film policier, ça lui vaut une séance de minuit qui s'appelle Kennedy. Quand je dis minuit d'ailleurs, vous aurez remarqué, pour ceux, parce que je rencontre certains d'entre vous qui, quasiment pour le plaisir, comme pas mal de professionnels, viennent faire des heures supplémentaires en venant découvrir les films de minuit, on les met moins à minuit. On a eu programmé des films jusqu'à 1h du matin, comme dans les salles de cinéma en France et ailleurs, les dernières séances du soir ne sont plus aussi courues que lors de notre jeunesse, ou quoi qu'il arrivait dans nos journées, on savait que le soir, il y avait encore la possibilité d'aller au cinéma à 22h30. Il nous arrive moins de faire des séances de minuit, minuit et demi, 1h pour les ramener à 23h, voire à 22h30. Et le troisième film dans ce cas est le film de Juste Philippot, qui avait réalisé La Nuée, vous vous souvenez. Ce film-là s'appelle Acide, avec Guillaume Canet. Et ça n'est pas une nécrologie, tout ce que je vous dis, mais j'ai plaisir aussi à saluer le père de Juste Philippot, qui s'appelait Claude Philippot, et qui était un formidable distributeur de films d'auteur français, et qui lui aussi a disparu il y a peu de temps. Killers of the Flower Moon. Et là, je vais aborder les films hors compétition, tout en vous disant que Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese est un film, évidemment, que nous souhaiterions avoir en compétition. Et la demande en a été faite. L'essentiel, c'est que nous ayons une réponse avant que le festival commence, pour que le jury, présidé par Ruben Osloon, soit quand même sache quels sont les films qu'il aura à voir. On aimerait beaucoup, parce qu'évidemment, ce qu'est le film lui-même, ce que représente Martin Scorsese, qui n'est plus venu à Cannes depuis très très longtemps, qui est un contender déjà lauréat d'une Palme d'Or, Taxi Driver en 1976, puisse concourir en compétition. On est heureux que Martin Scorsese, d'abord, ait pris du temps pour une fois, lui qui, avec Thelma Schoonmaker, sa monteuse, aime prendre du temps en post-production, mais qu'il ait pris le temps pour que le film coïncide avec la temporalité cannoise, mais surtout que lui et Apple et Paramount aient décidé de venir au mois de mai exposer ce film qui sortira, comme vous le savez, le 19, 17, 18, selon les pays, octobre prochain. C'est un film qui, comme certains de ses collègues, avec l'âge, Martin Scorsese continue de visiter l'histoire de son pays, film adapté d'un roman, avec, comme vous le savez, Leonardo DiCaprio et Bob De Niro, ainsi que Lily Gladstone, une actrice formidable, qui est une actrice indienne d'Amérique, native d'Amérique, et les trois forment un trio avec plein d'autres comédiens. Je fais long parce qu'il est hors compétition pour l'instant, sinon j'aurais fait plus court pour ne pas le distinguer spécialement. Martin Scorsese. Sam Levinson, c'est le fils de Barry Levinson. Le film, ou plutôt le début de film, parce que ça peut devenir une série, ça va sans doute devenir une série, mais c'est un film qui s'appelle The Idol, un film avec Lily Rose Depp, que nous avions accueilli dans le film de Stéphanie Di Giusto, la danseuse, et avec Abel Tesfaye. Abel Tesfaye, vous connaissez ou pas son nom, mais le nom de son groupe de musique qui est The Weeknd. Et Abel est le producteur et l'un des protagonistes du film. Et il a cette particularité, par ailleurs, d'être un grand cinéaste. Ça fait 2 ans qu'il vient à Cannes voir des films en tout incognito. Et là, le revoilà sur le grand écran, hors compétition, avec le film de Sam Levinson. Kim Ji-won,
Le film s'appelle Cobweb, vous connaissez le nom de Kim Ji-won, celui de Song Kang-ho, évidemment l'acteur de Parasite, qui a gagné le prix de meilleur acteur l'année dernière avec le film de Koreda. Kim Ji-won a fait Sa nuit américaine, il a fait un film sur le tournage d'un film, un film qui rend hommage à Shin Sang-ok, et Shin Sang-ok était l'un des grands cinéastes aujourd'hui disparus de la Corée. Quand on a vu arriver Im Kwon-taek et toute la jeune génération des cinéastes coréens dans les années 2000, on a aussi découvert, pour ceux qui ne le savaient pas, mais en tout cas aujourd'hui ça se sait, que la Corée est un grand pays de cinéma depuis toujours, et Shin Sang-ok était l'un des fers de lance de cette génération-là, d'avant, avec cette particularité qui fait qu'il avait été enlevé et avait passé une partie de son existence en Corée du Nord. Et j'avais eu le privilège, moi, de le rencontrer, de le connaître, grâce à Pierre Rissian, ce qui me permet de parler de Shin Sang-ok et du regretté Pierre Rissian. Indiana Jones et le cadran de la destinée, c'est le film de James Mangold, mais c'est la franchise Indiana Jones que vous connaissez, avec Harrison Ford, avec Mads Mikkelsen, ainsi qu'avec Phoebe Waller-Bridge, une actrice tout à fait formidable qui donne un élan et un allant à cette comédie d'aventure dont nous connaissons les principes et dont vous découvrirez ce qu'elle est. Et il y aura un hommage particulier rendu à Harrison Ford, qu'on est en train de faire les montages, qu'on a retrouvé dans le film d'Agnès Varda, dans un extrait, puisqu'il avait été dans Les Mille et une nuits de Monsieur Cinéma. Harrison Ford, qui avait tourné en model shop avec Jacques Demy. On avait retrouvé le jeune Harrison Ford. Vous verrez, c'est des images tout à fait formidables pour ceux qui ne s'en souviendraient pas. En tout cas, c'est très beau à revoir. Voilà pour le hors compétition. J'aborde maintenant, et pour terminer, les films de la compétition, en vous disant qu'elle sera sans doute encore complétée. Elle l'a été cette nuit, avec des choses que nous avons dû enlever, des choses que nous avons pu remettre, etc. Il y a toujours une grosse effervescence dans nos bureaux à partir de 20-22 heures la veille, jusqu'à tard dans la nuit, jusque même pendant la nuit, puisque les gens du continent américain veillent encore, et ceux du continent asiatique sont déjà réveillés. C'est une compétition qui va mêler de jeunes cinéastes qui viennent rarement ou pour la première fois en compétition avec des vétérans dont nous connaissons le nom, dont nous connaissons le travail et l'œuvre. C'est évidemment une manière de répéter pour nous qu'en matière d'art, il n'y a pas de date de péremption pour les cinéastes ni pour les œuvres, et que cette compétition que nous vous présentons là et qu'on aura avec plaisir, le plaisir de présenter sur le grand écran de l'amphithéâtre Lumière du Palais des Festivals de la ville de Cannes, cette compétition nous semble faire donner quelque chose de ce qu'est le cinéma. Je disais tout à l'heure que partout dans le monde, les gens se réveillent le matin, ont une idée de film. Tous les films que vous allez voir dans cette sélection officielle sont des films de cinéma au sens où sont des objets singuliers. Aujourd'hui, le langage du cinéma, l'art du cinéma, l'audiovisuel est évidemment partout. Les plateformes rendent possible aussi l'éclosion de jeunes cinéastes et en même temps avec des séries qui, comme leur nom l'indique, sont des séries. Là, ce sont des prototypes, ce sont des propositions. Et je mets des guillemets parce que c'est une expression connue, mais en matière de propositions de cinéma, eh bien, je crois que sur l'ensemble de la sélection officielle et sur cette compétition, nous serons servis. Club Zéro, c'est le titre du film de Jessica Hausner, la cinéaste autrichienne, lauréate d'un prix lors de sa précédente apparition en compétition. C'est un film qui évoque la jeunesse autrichienne, mais qui est la jeunesse du monde, car c'est toujours aussi très impressionnant, cet universalisme des histoires qu'on nous raconte, une jeunesse qui a décidé, pour combattre la manière dont la planète est malmenée, de ne plus manger, ce qui n'est pas peut-être la meilleure manière de la combattre, mais en tout cas une manière de poser un certain nombre de questions. Jonathan Glazer, ce sera sa première apparition en sélection officielle. On est heureux de l'accueillir, et a fortiori en compétition.
Le film s'appelle La zone d'intérêt, The Zone of Interest, inspiré et adapté d'un roman de Martin Amis, le grand écrivain anglais. C'est un film où on va retrouver entre autres Sandra Hüller, l'héroïne de Tony Erdmann, qu'on retrouvera d'ailleurs également dans un autre film. Aki Kaurismäki, les Fallen Leaves, les feuilles mortes, quoi. Aki Kaurismäki, on est très heureux de l'accueillir à nouveau dans cette compétition, lui qui en avait été le Grand Prix. Et quand il était arrivé sur scène, vous vous souvenez, Grand Prix remis par David Lynch, qui était président du jury, il s'était tout de suite adressé à David Lynch en lui disant « Who are you ?» Et ce qui avait fait beaucoup rire David. Kauter Ben-Ania est une réalisatrice tunisienne dont nous avions découvert le premier film Au certain regard, La Belle et la Meute, qui était un film qui entendait dénoncer les violences sexuelles faites aux femmes en Tunisie. Et ce film-là s'appelle Les filles d'Olpha. Et c'est aussi un film qui est à la lisière de la fiction, de l'essai et d'une certaine déclaration, sinon politique, en tout cas d'un engagement humain et humaniste et féministe. C'est le film de Kauter Ben-Ania. Wes Anderson, Asteroid City, je dirais, pour en parler et le résumer, que c'est un film de Wes Anderson. Avec un casting tout à fait prestigieux. Ils vont arriver à 100 au pied des marches, puisque fidèle à cette manière qu'il a de faire du cinéma, d'un cinéma d'assemblage, de miniatures, toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Bon, finalement, je suis en train d'en parler, quoi. Bon, c'est un film de Wes Anderson. Première entrée française dans cette compétition, Justine Triet, et c'est sa deuxième apparition dans la compétition cannoise, Anatomie d'une chute, film où on retrouvera Sandra Hüller comme protagoniste principale en particulier, et avec aussi Samuel Tace, qui est également dans ce film, ainsi que plein d'autres comédiens. J'ai toujours peur, quand j'en cite, d'oublier, et il faut me pardonner de ne pas le faire. Je parlais de Koreda tout à l'heure. Il fait partie de ces cinéastes prolifiques. Il était en compétition l'an dernier. Son film a remporté le prix de la meilleure interprétation masculine. Et ce film-là s'appelle Monster. C'est un film japonais, après la parenthèse française, la parenthèse coréenne. Il revient dans son pays tourner ce film sur les questions que pose l'interprétation qu'on peut avoir d'un incident qui peut arriver dans une école entre un professeur et un élève, selon le point de vue qu'on adopte. Ce n'est pas Rashomon, mais en tout cas, il y a là une petite filiation avec le film de Kurosawa. Le soleil de l'avenir, il sole dès l'avenir, quand j'évoquais l'idée que ce n'est pas parce qu'on est un cinéaste confirmé et célébré qu'on ne peut pas regarder vers l'avenir et vers le soleil, c'est ce que fait Nanni Moretti avec ce film qui lui permet, lui aussi ex-Palme d'Or, d'être en compétition. Une autre Italienne sera présente en compétition, c'est Alice Rohrwacher, La Chimera. C'est sa troisième apparition, je crois, oui, Les Merveilles, Lazaro, et ce film-là. La troisième apparition d'Alice dans cette compétition, toujours une cinéaste très formaliste, une cinéaste pleine de questions sur ce qu'est le cinéma, la façon de filmer, la façon de tenir une caméra, de raconter une histoire. Nuri Bilge Ceylan, Les herbes sèches, je vais essayer de le présenter en turc, Kuru Otlar Ustune, le film de Nuri Bilge Ceylan, tourné dans l'est du pays, dans un pays de neige, avec des gens qui s'interrogent sur le sens de la vie. Bref, un film de Nuri Bilge Ceylan, lui aussi, qui revient en compétition après avoir, il y a quelques films, gagné la Palme d'Or, c'était pour Winter Sleep. Catherine Breillat, le film s'appelle L'été dernier. Catherine Breillat, on a plaisir à la voir revenir, d'abord parce que des problèmes de santé l'avaient éloignée
du cinéma, et Saïd Ben Saïd est allé la chercher, le producteur, pour lui faire cette proposition, et cette proposition a abouti à ce film que vous verrez dans la grande salle Lumière, qui s'appelle L'été dernier. La Passion de Dodin Bouffant est un film à la fois français, réalisé par Tran Anung, dont je n'ai pas vérifié, alors que tout à l'heure on se posait la question de savoir si Tran Anung, mais Philippe Rouillet doit savoir ça, si c'est sa première ou non apparition en compétition, mais en tout cas pas à Cannes, puisqu'il avait eu la verticale de l'été, Cyclo, je crois, montré déjà haut certains regards. Donc Tran Anung a fait ce film qui est presque un duo de cuisiniers, d'une cuisinière et d'un cuisinier, interprété par Juliette Binoche et Benoît Magimel, dont c'est le 3e film en sélection officielle, avec quelques apparitions, dont celle de Pierre Gagnère, Normal. C'est un film sur la cuisine, sur l'art de se nourrir, de nourrir les gens et de voir comment, au fur et à mesure, au 19e siècle, c'est un film d'époque, on a appris à saluer, à célébrer, à veiller sur ce qu'on mange. Bon, évidemment, on mangeait à l'époque des choses dont on nous explique aujourd'hui que c'est moins bien de les manger. Mais bon, au moins on le fera à travers ce beau film de Tran Anung. 3e entrée italienne, quand je disais que l'Italie est très présente, c'est Marco Bellocchio. Lui aussi, le soleil de l'avenir, lui aussi, dans une sorte d'extraordinaire vitalité artistique. Nous avons montré l'an dernier Esteno Norte, comment on dit, Notte, sa longue série sur l'enlèvement d'Aldo Moro. Juste avant, nous avions montré Marx peut attendre, le documentaire sur son frère. Voilà 2 façons dont Bellocchio avait donné de ses nouvelles. Avant, c'était Le Traître, un film de fiction, et là, c'est Rapito, un autre film de fiction, Le Rapt, kidnappé sur une histoire vraie, italienne, au XIXe siècle, d'un enfant que se disputent l'Église catholique et la communauté juive. Todd Haynes, May December, c'est aussi un cinéaste confirmé en compétition. Todd Haynes a rassemblé Nathalie Portman et Julianne Moore pour ce film qui est une entrée américaine. Karim Aynouz, c'est un Brésilien, un peu algérien, si j'ose dire, puisque son prénom témoigne de sa paternité algérienne, et il avait fait un film sur son retour en Algérie. On l'avait découvert il y a une vingtaine d'années avec Madame Sata, qui était venue au Certain Regard, et là il fait son film anglo-saxon avec Alicia Vikander et Jude Law, un film d'époque, un film de chevalier, qui s'appelle Firebrand, pas un film de chevalier, film historique, Firebrand. Ken Loach, The Old Oak, film qu'on a vu en toute dernière minute de cette sélection, et dont pour nous il n'a fait aucun doute que ce qui sera peut-être son dernier film, puisque le dernier film était supposé être son dernier film, il a quand même fait un film, et quand je l'ai appelé hier pour lui l'inviter en compétition, il m'a dit, comme d'habitude, « Tu es sûr ?» Sur le thème, je suis déjà beaucoup venu en compétition. Et lui aussi fait un film dans un point ancré du monde, un village du Pays de Galles. Je vous défie d'ailleurs de comprendre cet anglais particulier et formidable qu'est celui de ces habitants-là. Et au cœur de cet endroit du monde, le monde entier se joue. La question nord-sud, la question de l'immigration, la question de ces provinces occidentales délaissées, frappées par le chômage et délaissées par la société néo-capitaliste, alors qu'arrivent des gens de Syrie et d'ailleurs. Vous imaginez bien que Ken Loach, avec son scénariste Paul Laverty, film aussi produit par Rebecca O'Brien, que Ken Loach a embrassé à cœur perdu, si j'ose dire, toutes ces problématiques contemporaines. Et puis Ramata Toulaye Sy, c'est un premier film, c'est une cinéaste sénégalaise, le film qui est à la lisière de l'expérimentation, en tout cas qui là est
est une offre de cinéma tout à fait forte et singulière. Le film s'appelle Banel et Adama, et le film que nous avons vu il y a assez longtemps, que nous avons caché même auprès d'elle au certain regard, et c'est seulement hier que Christian Jeune l'a appelé pour lui dire le film est en compétition. Encore une fois, vous imaginez les cris de joie de Ramata pour ce film qui s'appelle Banel et Adama. C'est la deuxième jeune cinéaste sénégalaise après Mati Diop qui vient en compétition. On lui souhaitera le même beau destin. Et pour terminer, le film s'appelle Perfect Days. C'est l'histoire d'un homme déchu, mais heureux, qui prend la vie du bon côté, qui est incarné par la star japonaise Koji Yakusho, et que cet homme déchu est un homme qui nettoie les toilettes publiques de Tokyo, et qui va de toilette publique en écoutant dans la voiture qui l'emmène du rock. Et vous reconnaîtrez à travers le choix de ces musiques le goût du réalisateur, et ce réalisateur est Wim Wenders, qui revient en compétition, qui a donc 2 films. À mon âge, m'a-t-il dit hier, je ne sais pas si j'aurai l'énergie de défendre ces 2 films. Perfect Days, tourné au Japon, le film en 3D, tourné avec Anselm Kiefer, et c'est donc l'entrée allemande, japono-allemande, en compétition. Une compétition qui sera ouverte, un festival plutôt, qui sera ouvert par le film de Maïwen, qui est hors compétition, Jeanne Dubarry, pour un festival qui commence le mardi 16 mai, soit au lendemain du 2e concert de Bruce Springsteen à Paris. Voilà pour cette sélection dont je veux vous redire qu'elle sera complétée encore dans les journées à venir, dans la semaine prochaine. La semaine de la critique annoncera sa propre sélection lundi. La quinzaine des réalisateurs mardi, je crois. On va les laisser travailler et on reviendra. Ah, ça y est, évidemment, j'ai oublié des trucs. Ah bah oui, pardon, mais parce qu'il n'y est pas. Ah, merci, Fred Kassoli, que vous connaissez tous. Et c'est pas rien, puisque je l'ai dit tout à l'heure, il y a un 2e film de Wang Bing. Ce film-là s'appelle Jeunesse. Wang Bing est un documentariste, un auteur chinois qui ne vit plus en Chine, mais qui fait toujours des documentaires sur son pays. C'est un film immersif sur des ateliers de tissage en Chine, qui donne, à travers ce prisme-là, qui offre une description tout à fait étonnante, forte et enthousiasmante de la jeunesse chinoise. Merci Fred, et pardon Wang Bing et ses producteurs, mais on ne l'a pas oublié puisqu'on l'a ajouté, ce film. J'ajoute en plus que c'est un documentaire et que c'est le retour du documentaire en compétition à Cannes. Ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit l'année du documentaire cher au CNC, même si le CNC en parlera. En tout cas, on est content qu'il y ait aussi un documentaire. Il n'y a pas de film d'animation dans ce que je vous ai communiqué. Il y en aura sans doute. Petit salut à nos amis d'Annecy, mais on va travailler sur ces compléments de sélection dans les jours à venir. Je voulais aussi saluer le travail de M. Zlotowski à la traduction, comme chaque année, qui officie à nos côtés. Vous remercier tous, vous dire avec Iris le plaisir qu'on aura de vous accueillir, de passer tout ce temps ensemble, le plaisir qu'on aura d'être dans cette ville de Cannes pour qu'elle soit pendant 2 semaines au cœur du monde et qu'elle place le cinéma que nous aimons tous au cœur du monde. Merci à tous. Merci. Bravo Thierry.